Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S913 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 décembre 2024. Nous sommes toujours avec Bernard Joliva pour cette émission consacrée à la composition d'images. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. On va essayer de synthétiser les 10 conseils de composition que l'on a abordés. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de fonctionnement de la règle des tiers ? La règle des tiers consiste en fait à diviser l'écran en 9 secteurs à l'aide de 2 lignes horizontales équidistantes par rapport au bord et 2 lignes verticales équidistantes par rapport au bord aussi. Donc on a un quadrillage qui forme des points d'intersection qui sont ce qu'on appelle les points forts, c'est là qu'il est recommandé de placer le sujet, et des lignes horizontales, c'est là qu'il est recommandé, mais pas obligatoire, de placer la ligne d'horizon. C'est mieux que dans le dico, hein. Bravo. Une des petites astuces en termes de composition, c'est dans certains cas de donner des repères d'échelle aux spectateurs. Tu peux nous expliquer un peu le mécanisme de cet effet-là et surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on en abuse. Alors, l'échelle est importante puisqu'on extrait en fait le sujet de son contexte et souvent on n'arrive plus à savoir exactement à quoi on a affaire, du moins dans les cas extrêmes. Donc il est important de donner à voir un élément connu qui peut être pas forcément un personnage, mais qui peut être une voiture, un bâtiment, un arbre, bref, un élément qui permet au spectateur de se faire une idée de la taille, des dimensions du sujet lui-même. Et le piège déjà cité, c'est de faire attention à ce que le sujet qui sert d'échelle ne devienne pas le sujet lui-même. Parfait. Si on s'intéresse par exemple à la photo de rue, la street photographie, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de jouer dans sa composition avec les éléments qui font partie de la scène qu'on veut photographier, des éléments euh, auxquels on ne prête pas forcément une attention immédiate quand on est sur le terrain. Un photographe prête attention à tout ce qu'il y a sur le terrain. Ben voyons. Et à partir de ce moment-là, il s'agit déjà de visualiser la scène mentalement et d'adapter le cadrage à ce qu'on voit. Il faut être extrêmement rapide en photo de rue. Une chose qu'on n'a pas dit dans l'émission, mais qui est quand même hyper importante aussi, c'est qu'on ne compose pas forcément de la même manière en fonction du type de sujet, mais surtout selon que l'on travaille en couleur ou en noir et blanc. Tout à fait. Toi, ta série qui est en cours, tu l'as fait principalement en noir et blanc. Ça veut dire que tu refuses parfois de prendre certaines photos qui seraient pourtant bonnes en couleur ? Il m'est arrivé d'avoir des photos qui auraient été très bien dans cette série, mais j'ai décidé que cette série serait en noir et blanc pour mettre l'accent justement sur ce qui est le fondement de la photographie en noir et blanc, c'est-à-dire les lignes, les volumes et les formes, en laissant la couleur, la photo en couleur, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire mettre en avant une qualité de lumière et de couleur. Et il m'est arrivé effectivement de me dire qu'une photo qui serait très bien en photo situ n'y rentrera pas parce qu'elle est en couleur et qu'elle ne passera pas en noir et blanc. Est-ce que tu peux nous parler, Bernard, de l'effet du cadre dans le cadre ? Alors, le cadre dans le cadre, ça consiste en fait à sélectionner un sujet et à élargir le cadrage pour englober quelque chose dans lequel ce sujet va s'inscrire. Par exemple, vous avez une maison sur une colline, vous êtes dans un sous-bois et vous allez faire en sorte que des branches d'arbres entourent le sujet par les bords. Et à partir de ce moment-là, vous donnez beaucoup de profondeur parce qu'on verra le sujet lui-même, mais qui est entouré par de la végétation ou des choses comme ça. Ça peut aussi être une encoignure de porte, ça peut être beaucoup de choses. C'est quoi l'importance du point de vue dans la composition d'une image ? C'est vrai que des photographies réalisées avec un point de vue qui diffère du point de vue naturel d'un homme ou d'une femme debout sont plus marquantes visuellement. Alors le point de vue debout, c'est le point de vue le plus facile,
c'est aussi le plus banal, c'est aussi le moins fort. C'est celui qu'on fait facilement quand on se promène, on met l'appareil à hauteur d'œil, on déclenche. Ça peut donner de bonnes photos, mais à partir du moment où on peut se positionner en légère contre-plongée par rapport au sujet, en abaissant le point de vue, s'accroupissant éventuellement, ou si le terrain le permet d'être en plongée, c'est-à-dire d'être au-dessus du sujet, là évidemment on obtient un cadrage qui est beaucoup plus original. Et petit teaser par rapport à notre dernière émission la semaine prochaine avec Pascal Maître au coin du feu. Après avoir échangé avec une éditrice historique du National Geographic, elle nous a dit que Pascal Maître ne photographiait jamais à hauteur d'homme. Il était tout le temps soit par terre, soit sur des échelles ou autres, à essayer de trouver d'autres points de vue. Donc ça peut donner de petits indices aussi parfois pour réussir sa composition. Alors, quand on pratique la photographie sur le vif, ou la photographie de sport, ou la photographie animalière, la photographie d'action, d'une manière générale, quelle est l'importance de ce qu'on peut appeler l'instant décisif dans la composition de son image? Alors cet instant décisif, c'est le moment fort, c'est-à-dire le moment qui synthétise complètement l'action. Alors évidemment, dans le cas de la photo de sport, c'est le moment où le pied touche le ballon pour un jeu de ballon. C'est le moment où l'athlète qui saute est à l'apogée de sa trajectoire. C'est le moment en fait où il se passe quelque chose alors que tout ce qui précédait était moins fort et tout ce qui suivait est moins fort aussi. Si on s'intéresse à la pratique du portrait maintenant, que ce soit un portrait humain ou même un portrait animalier, c'est quoi l'importance du regard de son sujet? Ce qui est primordial dans le portrait, c'est le regard, et la hantise du photographe, c'est de déclencher au moment où les yeux se ferment. Bon, en général, on prend plusieurs prises de vue, mais le seul fait que les yeux soient fermés, sauf quand c'est voulu, ça peut donner une impression, par exemple, de méditation, de repli sur soi. Mais hormis ces cas particuliers, les yeux fermés, ça ferme le visage, ça ferme la personnalité, c'est un refus d'être photographié d'une certaine manière, alors qu'un regard, surtout quand il est mis en valeur par une petite étincelle dans les yeux qui peut être produit par une petite lumière ou quelque chose comme ça donne tout de suite de la vie. Le regard, en fait, c'est la vie. Et je repense rapidement à quelque chose que dit Frédéric Stussin pendant l'émission aussi, c'est de parfois varier les profils parce qu'il peut se rendre compte a posteriori et pas sur le moment, mais en regardant la photo, que certains profils marchent mieux que d'autres sur la composition Nous ne finale. sommes pas symétriques, contrairement à ce qu'on peut Non, l'imaginer. ça on le sait, et parfois certaines personnes sont au courant aussi, mais peut-être dans la précipitation, on n'y songe pas. En tout cas, ce qu'il dit sur le fait de le constater que sur la photo finale, je trouvais ça plutôt intéressant. Mm. Bernard, comment avec le bokeh et la profondeur de champ, on peut jouer avec cette sensation de profondeur qu'on peut donner à une image? Alors cette profondeur de champ, elle est largement exploitée pour des raisons techniques par les gens qui pratiquent la macrophotographie, parce on est très vite dans le flou au premier plan et à l'arrière-plan, mais on peut aussi l'utiliser à condition d'avoir un objectif qui soit très lumineux, qui permet d'ouvrir grandement le diaphragme dans d'autres circonstances. Et quand il est bien utilisé, ça permet d'extraire le sujet de son contexte. C'est-à-dire qu'on réduit l'arrière-plan à simplement des indices qui donnent une idée d'où la personne se trouve, d'où le sujet se trouve, mais sans révéler totalement le sujet. Quant au bokeh, je voudrais juste préciser que le bokeh, c'est un terme en fait pour le flou d'arrière-plan, mais avec une connotation graphique. C'est-à-dire que quand bokeh réussit, le fond a un côté extrêmement soyeux. Et ça, tous les objectifs ne parviennent pas à le faire. Ce sont les objectifs qui comptent un certain nombre de lamelles, 8, 10 ou 12 lamelles, qui permettent d'avoir ce côté extrêmement sensuel du flou d'arrière-plan. Connaître son sujet et l'environnement dans lequel il évolue, c'est un avantage quand on compose ses images? Pour un photographe animalier, c'est indispensable. Pour un photographe de rue, non, ça ne compte pas. Il faut être surpris soi-même pour déclencher et prendre des photos qui, après avoir surpris soi-même, surprendront le spectateur. Jolie formule ça, être surpris soi-même pour déclencher, j'aime bien. Pour terminer, dernière question, Bernard, comment on peut essayer de donner
une sensation de vitesse à une action en photographie? Alors surtout pas en figeant le sujet. Alors je pense que là, la vitesse d'obturation rapide, ça tue complètement cette, sensation, ça suspend le temps, et en fait, c'est le flou de mouvement qui peut être, soit le flou du sujet lui-même, mais ça donne rarement de bons résultats, ou alors comme l'expliquait la photographe dont nous Julie avons Julie. Cogis. voilà, tout à fait, c'est par, le filet ou éventuellement si on veut prendre des risques avec un explozoom. Merci Bernard.